Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Alors, nageur de haut niveau avec un défi dans le viseur, l'Everest de la natation. Bonjour Théo, Salut, comment tu vas? ça va bien, merci. Bah écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ok, je m'appelle du coup Théo Goyot, j'ai 24 ans aujourd'hui. J'ai pratiqué la natation à haut niveau pendant presque 10 ans dans le club de la Société de natation de Metz. Et aujourd'hui, j'ai comme projet de traverser la Manche à la nage. Ok, très beau projet. Tu as fait d'autres sports en étant plus jeune ou tu as directement commencé avec la natation? Non, je me suis contenté de la natation. Mes parents voulaient tout simplement que je sache nager pour être tranquille à la plage, quoi. Et puis j'y ai pris goût, j'ai commencé à goûter à la compétition et petit à petit, j'en suis arrivé là. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert la natation et ce qui t'a surtout poussé à rentrer en sport-études? Du coup, comme je viens de te dire, j'ai commencé à faire de la compétition, je me débrouillais pas trop mal. J'ai été au collège à Boulay où il y avait une piscine à côté, donc c'était parfait pour pouvoir continuer à m'entraîner. Là, j'ai commencé à avoir un niveau national 2 en m'entraînant très peu. Je nageais que 3 fois par semaine, entre 1 à 2 heures grand max. Et du coup, avec ce peu d'entraînement, c'est là que je me suis dit, en fait, si je double, voire triple, voire quadruple, en fait, je suis passé tout simplement de ce que je faisais en une semaine, je le faisais à la journée quand je suis passé en sport-études. Ok. Donc, je me suis mis à nager tout simplement 4 heures par jour. Et donc, en fait, en sachant le rythme qu'ils avaient en sport-études, je me suis dit que je pourrais forcément m'améliorer et puis aller voir des parties intéressantes du sport. Ouais, parce que j'avais noté rythme assez soutenu, 2 fois 2 heures de nage par jour et 3 heures de muscu par semaine. C'est ça. C'est ça, hein? Un jour sur deux, on avait une muscu entre midi. Ok, ouais, donc un Ouais. rythme assez soutenu. Ok. T'avais quand même des cours à côté. Oui, un cursus sport-études, donc on a autant d'heures de cours que tout le monde. C'est juste que nous, on se levait à 5 heures du mat pour aller nager de 6 à 8 heures. On avait le droit d'aller au petit-déj rapidement, et puis après, on commençait notre journée, et puis de 16 à 18, on retournait nager. Ouais, faut vraiment aimer ça, quoi. Parce que, Ouais, on baignait dedans H24, littéralement, on était en internat. ok. Et puis du coup, on était tout le temps avec ce groupe de nageurs, et puis quand les week-ends, on était en compétition, et la semaine, on s'entraînait. T'as gardé contact un petit peu avec les gens que t'étais en sport-études? Oui, c'est mes meilleurs amis maintenant. Ouais, ça peut être une seconde famille. Ouais, clairement, c'est comme des frères et ouais. Ok, c'est cool. T'es le meilleur des frères ou pas, du coup? Je suis celui qui est resté dans l'eau le plus longtemps, donc ouais, ils ont fini par arrêter bien avant moi. Et ouais, du coup, les 3-4 dernières années, je les ai fait sans eux. Ok, ouais, dommage. Oui, c'est C'est le la choix de vie. vie. Ouais. Donc, du coup, tu vas participer aussi à des championnats de France et Ouais. jusqu'à être finaliste. C'est ça, la première année que je fais à Metz, j'arrive à atteindre les championnats de France par catégorie. L'année d'après, j'arrive au championnat de France élite. Donc c'est là où vraiment il y a le summum du panier français. Et j'arrive à maintenir ce niveau de qualification jusqu'à la fin, et même à faire finale A au 400 mètres 4 nage, et sinon des finales B de façon générale sur tout le reste de mes courses. Donc finale A, on est dans les 8 meilleurs français, et B dans les 16. Ok. À l'issue de ta formation sport-études ou pendant? Pendant. Pendant. Ouais. Ok, d'accord. Depuis, t'as continué toujours à faire des championnats, j'ai vu aussi. Tu t'es un peu spécialisé dans d'autres domaines. En fait, j'ai continué du coup même après sport-études, j'ai continué mes études post-bac. Donc là, j'avais plus le cursus sport-études pendant j'étais jusqu'au bac+5. Donc pendant 3-4 ans après le bac, j'ai continué à créer moi-même ce double parcours. Donc avec la fac, je m'organisais. Et oui, là depuis 1 an, depuis que je me suis mis le projet de traversée en tête, je me suis confronté sur les épreuves de nage en eau froide, eau glacée même. Donc ça reste de la natation et dans une piscine où l'eau est à 2 degrés. Ouais, j'ai vu ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Quelle est la préparation d'un athlète de haut niveau? Entraînement, alimentation? Clairement, c'est de la régularité dans l'entraînement. Euh, euh, Niveau alimentation, on se dépense tellement que on n'a
On fait attention avant les compétitions, forcément. Une bonne hydratation et pas manger n'importe quoi. Mais sinon, dans le quotidien, on faisait pas trop attention. Et pour le projet de traverser de la Manche, là, je commence à faire j'ai vraiment un vrai programme alimentaire pour prendre du gras, Ouais, ce que pour me j'allais dire, peut-être protéger prendre un du peu de froid. gras, ouais. Ok. Donc, ouais, ça, c'est assez récent pour moi de faire vraiment attention à ce que je mange et de manger les bons aliments. T'es suivi par un coach pour cette traversée? Alors, j'ai forcément mon club de natation qui est encore un peu derrière, où j'arrive à me greffer sur leurs entraînements de temps en temps. Sinon, j'ai des coachs anglais que j'ai contactés, que j'ai rejoints pour spécifiquement cette traversée. Donc eux, pareil, vu que j'ai un bon niveau, ils ont pas besoin de me coacher spécifiquement, mais ils sont derrière, j'ai des conseils, je suis un peu encadré. Ok, ils sont spécialisés là-dedans, c'est ça? Ouais, dans les épreuves de traversée, pas que de la Manche. Globalement, ouais. Est-ce que tu as d'autres titres que finaliste? Du coup, oui, en eau glacée, du coup, j'ai récemment eu le titre de champion du monde avec un record du monde sur le 200 mètres 4 nages. Ouais, j'ai vu qu'il était inscrit au Ouais, record du monde au Guinness Book. Ouais. c'est ça. On reviendra un petit peu aussi là-dessus un petit peu plus tard. Est-ce que tu as une discipline, une nage ou une distance que tu préfères particulièrement en natation? Alors, j'ai toujours, toujours. Je me suis spécialisé dans le 400 mètres 4 nages. Ok. Donc, c'est 100 mètres pape, dos, brasse et crawl enchaînés. Donc, dans ces nages, la brasse était quand même ma spécialité, mon point fort. C'était toujours assez sympa de pouvoir remonter les autres en brasse et de devoir juste serrer les dents sur le dernier 100 mètres crawl. Et puis, ça me permettait aussi à l'entraînement de ne pas faire tout le temps la même chose, donc c'était pas mal. D'accord. J'avais noté aussi, quel est ton plus beau souvenir en compétition? Ouais, je pense que la finale A que j'arrive à décrocher en un an après mon accident de la route, j'arrive à revenir à mon niveau. Il y avait une belle satisfaction quand j'étais derrière le plot. Et sinon, j'en ai plein des souvenirs où des fois c'est juste des courses bêtes où j'arrive à gagner à très peu de choses. Tu en as parlé, donc ton accident de la route, Ouais. hein, c'est bien ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Ouais. les conséquences que ça a eu sur ta vie et ta carrière sportive du coup? Bah, tout simplement, on est en sortie de confinement du premier en 2020. Donc, je prends ma moto, j'allais à ma rentrée scolaire. Une voiture qui me coupe la priorité, tout simplement. Donc, moi, je roulais à 80. Je me suis retrouvé confronté à un mur. Donc, je me suis retrouvé avec des fractures sur tout le côté droit qui vont du pied à la mâchoire. Du coup, forcément, je me suis retrouvé alité pendant presque 3 mois. Je suis reparti en rééducation à Cap-Breton, donc un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau. Ça m'a fait perdre une saison complète de natation. La rééducation a été quand même assez rapide, même si pour moi ça paraissait long et Ah bah, assez tu m'étonnes. frustrant forcément. Mais je me suis quand même très bien remis. Ça demandait beaucoup de travail, mais on va dire que ça a plutôt bien fonctionné. Et voilà, un an après, j'ai réussi à être au championnat de France élite de natation, donc c'était plutôt pas mal. T'as vraiment eu accès à à ce centre parce Ouais, que tu étais athlète de haut niveau, donc c'est ça. Ils ont des professionnels, militaires, pompiers, etc. et spécifiés dans sportifs de haut niveau. Voilà. donc t'as dû côtoyer d'autres athlètes qui étaient dans le même cas que toi Ouais, avec. ça aide aussi parce que je sortais d'une longue période où j'étais alité. Donc j'ai commencé à pouvoir remarcher. Là, j'ai décidé de me déplacer en béquille, quoi. J'ai posé les béquilles, puis j'ai pu partir dans ce centre de rééducation. Et Ok. je suis resté 3 semaines et il y a eu un gros gap. Même dans la tête, ça faisait du bien de sortir du lit. Ah bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Comment as-tu vécu la période de rééducation physiquement et surtout mentalement? Physiquement, forcément, il y avait de grosses douleurs, tout simplement articulaires. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Ça me faisait du bien à la tête de pouvoir rebouger. Mais puis, surtout, c'est à ce moment-là où j'avais qu'une chose en tête, c'était retrouver mon niveau, quoi. Il y avait plus de motivation que jamais à pouvoir prouver que j'étais capable de revenir. Ouais, c'était vraiment ton objectif que tu gardais Ouais, en ligne de mire, quoi. ouais, il fallait que je me le prouve à moi-même et puis aussi un peu à tous ces gens et médecins qui disaient que ouais, j'avais de la chance d'être nageur parce que j'avais beaucoup de fractures au niveau du pied, etc., que ça allait être très compliqué de revenir, quoi, voire impossible. Donc, voilà. Du coup, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Quel a été vraiment ton plus grand défi à surmonter pendant cette rééducation? C'est une bonne question. Je
Je sais pas exactement, je pense que ça a été le plus grand, ça a été quand j'étais alité et que j'ai dû petit à petit, réapprendre à marcher. C'est cette période où je fallait commencer à remettre du poids sur le pied et cetera. Je pense que c'était là le plus dur. Toi, tu pouvais plus du tout marcher, t'es resté vraiment donc Ouais, alité pendant un bon en moment. fait, oui, je pouvais plus marcher et comme j'avais le bras aussi qui avait des fractures, je pouvais même pas marcher en béquille. Donc c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé alité et en Ouais, le chaise temps que roulante, tout se quoi. refasse et puis après t'as. Ouais, c'est ça, les fractures au bras étaient quand même moins compliquées que celles au pied. Donc j'ai pu vite commencer à remarcher avec des béquilles quand même. Ok. Est-ce qu'il y a eu vraiment une personne ou une pensée qui t'a aidé vraiment à garder le cap? Pas spécialement, j'ai forcément mes proches qui étaient là tout le long et qui m'ont soutenu, mais c'était un plus et aussi un moins parce que je voyais dans leur regard ce que ça leur faisait de me voir dans cet état. Mais oui, sinon la pensée, c'était de me relever de ça et de pas rester. Il était hors de question que je reste une personne à se plaindre de cet accident toute ma vie, quoi. Oui, puis comme tu dis, tu voulais vraiment revenir au Ouais, top niveau, quoi. Donc, c'est ça, revenir à mon niveau et puis réussir à passer ce cap-là et pas en rester là. est-ce que tu as vraiment eu un doute à un moment de pouvoir renager à nouveau à un haut niveau ou tu as toujours cru et des fois tu as eu des moments où tu t'es dit c'est foutu, Il j'y y a, arriverai pas. il y a eu des moments durs, mais douter, non. T'as toujours cru en Non, toi? ouais, même à Cap-Breton, j'ai pu commencer à renager un peu, c'était lamentable. Mais ils avaient une piscine, donc ils me laissaient faire des longueurs les matins et non, je savais que je finirais par y retourner et que je savais pas le temps que ça me prendrait, mais non, ça va, là-dessus, j'ai pas trop douté. Bah, c'est bien, est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui traverse aujourd'hui une situation similaire à la tienne? Bah, tout simplement, comme on vient de le dire, hein, pas douter, faut juste pas lâcher. C'est long, c'est compliqué à passer, mais j'en suis ressorti vraiment grandi, surtout mentalement. Ça permet de prendre du recul et c'est quand même une expérience, j'ai envie de dire intéressante à passer. C'est dur, mais voilà, on en ressort grandi avec, Tu avais quel âge lors de cet accident? j'avais 20 ans. Ok. Donc, voilà, hein. Ouais, t'as pris un petit boost de maturité aussi, je Ouais, pense, c'est ça, derrière aussi, ouais. tu prends une petite claque, tu te rends compte un peu de la réalité, de la vie. Mais, c'était aussi un âge où j'avais la force de m'en remettre assez rapidement, donc T'étais encore en études ou t'avais déjà un emploi à ce moment-là? non, non, j'étais en études, c'était, c'est pour ma rentrée scolaire de Oui, L3, exact, ouais. donc il me restait encore 3 ans d'études derrière. Donc du coup, t'as mis une année en suspens ou t'as pu suivre les cours à distance? Non, j'ai perdu, en fait, un semestre, ce qui m'a forcé à redoubler, tout simplement. Une Ouais, épreuve qui t'a vraiment impacté sur tous les points, quoi. ouais, sur tous les points. Et donc une fois de retour sur pied, tu te lances le défi, donc nommé l'Everest de la natation. À quel moment tu décides vraiment de te lancer le défi une fois que t'es revenu ou alors pendant ta rééducation, tu dis faut que je me mette un truc en tête? En fait, je suis revenu à mon niveau 1 an après. Pendant ma rééducation, j'avais que la natation de course, j'ai envie de dire classique, en tête, j'avais que ça. Et puis en fait, j'ai fini par atteindre mon niveau. J'ai réussi à me sentir un peu satisfait de ça. Et j'avais quand même beaucoup de douleurs encore articulaires, ce qui faisait que je me rendais bien compte que continuer le haut niveau c'est déjà très contraignant et douloureux dans le quotidien. Mais avec ces douleurs articulaires, bah en fait, j'ai fini par me dire, j'allais rentrer en master. Donc j'ai fait le choix de mettre tout simplement la compétition de haut niveau de côté. Et pendant 1 an, je continuais juste, j'allais dans l'eau 1 fois par semaine et puis je venais ici à la salle. Et du coup, le déclic s'est vraiment fait quand, j'ai envie de dire, au bout de 6 mois d'arrêt, j'avais ce manque de défis, j'avais besoin de me fixer un objectif. J'ai toujours vécu avec ça, donc je pense que c'était ce manque-là. Et je me souviens, c'est marrant qu'on soit ici, mais c'était à la salle où j'ai vraiment eu le déclic en fait, si je peux me lancer dans ce défi-là de traverser de la Manche, il me trottait en tête depuis un moment, mais il était pas concret. Puis en fait, je me suis dit, si, allez, je me lance, je me renseigne, je commence les démarches. Et pendant 2-3 mois, c'était juste dans ma tête. Et puis après, j'ai commencé à l'annoncer déjà à mes proches, puis après officiellement sur mes réseaux, tout ça, Ouais, à dire que je me médiatiquement, lançais ouais. là-dedans et vraiment officialiser cette démarche.
parce que pour rappeler, quand on dit ici, en fait, on est dans la Oui. salle de Sylvain Michel qui était là pour le premier podcast. Donc, on est chez City Fitness à Ouais. Metz. Et pourquoi vraiment donc ce défi en particulier, sachant comme tu dis, c'était pas du tout ton domaine Ouais. de prédilection, quoi. Hein. Toi, t'étais vraiment natation, Une course. Ouais. piscine, standard, Ouais, pas ouais, être péjoratif, mais là, c'est vraiment un défi carrément. En fait, j'avais envie de rester dans l'eau, continuer à nager parce que bah, c'était tout simplement mon point fort et là où bah, j'avais toutes mes marques. Mais j'avais aussi cette envie de voir quelque chose d'un peu différent, autre chose que bah, les carreaux de la piscine. Hein. Donc l'idée de ce défi qui était un peu en eau libre, ça me parlait aussi, ça me forçait à voir autre chose. J'ai toujours bien aimé la mer, donc forcément si je pouvais aller nager dedans, ça serait pas mal. Et puis bah voilà, je regrette rien parce que là ça fait 1 an, ça m'a permis de faire des stages en mer. J'ai beaucoup appris aussi bah, sur toutes ces. C'est un autre aspect de la natation. Donc ouais, c'était aussi ce côté-là c'est de la natation, mais ça reste un peu différent. Ça, du coup, tu as déjà commencé tes entraînements, je suppose. Ouais. Et donc, du coup, quand tu dis tes stages en mer, donc c'est pour faire tes entraînements, c'est ça? Bah c'est ça. Alors malheureusement, on est à Metz et la mer est assez loin, mais du coup c'est assez rare. Mais j'ai déjà fait 2 stages en mer, donc en Bretagne. Des séances de 3-4 jours où bah, je vais nager clairement dans les conditions, donc une eau à 18 degrés, entre 16 et 18 degrés, et puis bah, des sorties plus ou moins. Et sinon, dans le quotidien, bah, je continue à m'entraîner en piscine, ça reste Comme la tu dis sur base. Metz, on n'a pas trop Ouais. le choix. Donc, comment prépares-tu ton physique et surtout ton mental pour cette traversée? Bah, le physique, du coup, ça fait maintenant 1 mois que j'ai commencé un régime un peu spécifique pour prendre de la graisse pour m'aider à gérer le froid. Sinon, ça fait quand même 2 ans, toujours pour m'habituer au froid, qui reste pour moi le défi le plus grand de ce projet. Je réalise des bains froids, ça va faire presque 1 an et demi que je commence à faire des bains froids. Donc au quotidien, je me mets dans de l'eau à moins de 10 degrés, de toute façon, en général, jusqu'à 0 en hiver. Et pour le mental, pour l'instant, rien de spécifique. Je vais essayer de voir pour mettre en place de l'auto-hypnose pour, pendant la traversée, en fait, m'aider aussi à gérer le froid, à réussir à un peu, j'ai envie de dire, cacher cette information à mon cerveau pour ne pas me focaliser dessus. Et sinon, pour tout ce qui est bah, gérer les émotions et le mental, bah, je pratique un peu le Reiki, qui m'aide un peu à évacuer tout ça et un peu faire le tri dans ces idées-là. Ok, tu peux nous rappeler un petit peu le Reiki, tu Ouais. peux développer? Bah, du coup, le Reiki, je l'ai aussi découvert ça suite à mon accident. Et en fait, c'est une pratique qui est basée sur la médecine chinoise. Je suis tout simplement en maître en Reiki où je fais des séances avec, où bah, il y a beaucoup de discussions, un peu de manipulation sur certains points. Et voilà, c'est vraiment basé sur l'émotionnel et le physique. Ok. De toute façon, le mental, je pense que tu le travailles déjà en faisant les bains froids, parce que Ouais. c'est quand je vois sur tes réseaux, des fois jusqu'à une demi-heure, tu restes carrément. Ouais, bah ça a été ouais, c'est des caps dans la tête. Au début, je restais même pas 2 minutes et puis bah petit à petit, on s'y habitue, on arrive à se calmer et ouais, ça aide à bah, voilà, à s'habituer aussi mentalement à cette sensation. Et puis bah après le sport de haut niveau m'a quand même permis de me forger un mental, c'était déjà un peu mon point fort, ce côté un peu aimer faire la course. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu une journée type au niveau bah, maintenant alimentation du coup et puis entraînement? Ouais, bah aujourd'hui, j'essaye de nager au moins une fois par jour. Donc une journée type, ça peut être clairement soit je me lève à 6 heures, soit à 6h30. Là, un petit déj, j'essaye d'être le plus correct possible. Donc j'aime bien faire des œufs, du jambon, un jus d'orange par exemple. Ça c'est quand j'y arrive à m'y tenir, c'est le meilleur petit déj. Sinon, soit après, bah je vais au travail. Donc de 8 heures à midi, je bosse classique. J'essaye de manger un sandwich plutôt sucré sur les 10 heures. Sur les 11 heures, un sandwich salé. Là, en ce moment, par exemple, un avocat qui est un produit bien gras, avec des œufs et de la mayonnaise. Des sandwichs classiques. Après, soit je vais nager entre midi sur la piscine de Nancy, ou alors
Je fais ma pause de midi classique, journée de après-midi de travail, 1 heure de route pour rentrer, et de 18h30 à 20h30, je vais nager sur Metz à la piscine Lothaire. Donc là, ça me permet de faire des entraînements plus gros que quand je vais nager entre midi. Et quand je vais nager entre midi, j'en profite souvent pour rentrer là le soir et aller me faire une séance de muscu. Et puis voilà, une Du coup, journée qui est aujourd'hui, déjà tu bien. seras en retard pour cette. Ouais, pas de souci. Est-ce que tu as des passe-droits ou des accès en tant qu'athlète de haut niveau dans les piscines? J'ai envie de dire oui et non. C'est pas mon titre qui me permet d'avoir des accès. Clairement, là, entre midi, quand je vais nager sur Nancy, je nage dans le public comme tout le monde. Tu payes ton entrée Je paye classique, mon quoi. entrée, je nage dans le public, donc pas toujours agréable, mais voilà. Par contre, comme j'ai quand même, je connais bien le club de la SNM, j'arrive à m'arranger les soirs et aller en parallèle de leurs entraînements, donc je suis sous la responsabilité des coachs, mais j'y vais à des horaires où il y a des lignes d'eau disponibles, ce qui me permet d'avoir des conditions les plus optimales pour m'entraîner malgré mon rythme de vie où j'arrive pas à me caler sur les entraînements du club. Oui, parce que du coup, c'est vrai que si tu vas nager, comme tu dis, en grand public, tu as quelqu'un dans ta ligne, Ouais. bon bah. Après, voilà, la piscine est ouverte à tout le monde, mais C'est c'est vrai ça. que pour toi, ça doit être très contraignant, quoi. Ouais, c'est très difficile de mettre vraiment du rythme et de faire des départs ou des choses comme ça. Au niveau de ta préparation en eau froide, est-ce que tu y vois quand même des bienfaits? C'est vrai qu'on Ouais. voit beaucoup sur les réseaux, les gens qui commencent à prendre des douches froides, qui disent que c'est assez bien pour le corps, pour l'endormissement le soir, etc. Et du coup, je me suis aussi mis aux douches froides au quotidien. C'est un Tu te petit douches chaude plus. du tout ou quand même de temps en temps? Je m'autorise les douches chaudes quand j'ai fait un bain froid, par exemple. C'est un peu compliqué dans la journée quand tu t'es fait un bain froid, que tu t'es bien refroidi le corps, que t'as mis du temps à le réchauffer correctement, de se remotiver mentalement pour aller à la douche froide juste après. Donc, en général, quand je me suis baigné soit dans des lacs ou en mer, et que l'eau était froide, forcément, j'aime bien me faire ma petite récompense, c'est la douche chaude. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'ai oublié. Est-ce que tu vois du coup des Ah oui, bienfaits les bienfaits sur du ton froid. corps par rapport- Ouais, il y a quand même, il y a pas mal de bienfaits. Je trouve que sur la récupération, ça me permet de, de récupérer tout simplement mieux, de calmer des fois des inflammations musculaires. Donc là-dessus, c'est pas mal. Le meilleur bienfait, c'est la résistance au froid de façon générale. Là, je peux passer mon hiver en t-shirt. C'est juste quand il fait -5, -7 ou bon. Tu commences à mettre un pull, quoi. Non, même pas. Tu ressens le froid sur la peau, il fait bien froid, mais t'as pas vraiment froid. Tu te mets pas à trembler tout de suite. Non, c'est assez agréable, on va dire. C'est un plus. Mais bon, après 1 an et demi de bain froid, du coup, Ouais. ouais, ça commence à parler, je pense. On va parler un peu des conditions de la traversée. Donc, Ouais. du coup, cette traversée va se dérouler en septembre C'est ça. 2025. Fin août, début septembre. Fin août, début septembre, ok. Départ de Douvres, C'est ça. donc pour revenir jusque Calais. On vise Calais et ça sera sur une des plages du Nord aux alentours de Calais. Une distance entre 34 et 50 km. C'est ça, en fait. On dépend vraiment des courants. Donc, à vol d'oiseau en ligne droite, on a 34 km. Et en fait, le circuit fait un espèce de S avec un premier courant ascendant puis un second descendant. Ce qui fait qu'on se rapproche vite des 40 km et ça peut monter jusqu'à 50. Ils estiment un peu entre 13h30 de nage, C'est ça, la moyenne des traversées à 13h30 de nage. une eau 14 à 18 degrés. Ouais. Donc là, du coup, toi, tu t'entraînes déjà bien en dessous, comme tu dis, entre 0 et 10 degrés pour tes Alors, je fais bains. des bains froids qui, voilà, comme on a dit, ils dépassent rarement plus d'une demi-heure. Donc là, c'est du coup, comme on vient de le dire, à peu près 13 heures. Donc c'est forcément, je vais dans des zones plus froides, mais moins longtemps. Et sinon, j'essaye de faire des sorties en mer. J'ai déjà fait, pour l'instant, 3 heures elle devait être à 15-16 degrés. 16, je crois. Et après, en sortant, ça va, tu te sentais bien? Non, tu sors, tu trembles beaucoup. J'avais fait ça il y a 1 an, donc la préparation au froid, elle avait même pas 6 mois. Donc non, j'étais sorti, j'ai tremblé pendant une bonne demi-heure, hein. On se met dans des sacrés états. Mais faut réussir à passer par là, à dépasser cette peur du froid, parce que forcément, j'ai fait plusieurs entraînements, même au lac de la Madine, là où en janvier, pour les championnats du monde, j'étais renagé un peu dans
dans le plus extrême possible et ouais, ça marque quand même un peu. Quand tu sors justement de 3 heures de nage comme ça, Ouais. il y a quelque chose qui t'attend dehors? Enfin, c'est Bah, j'ai pas fait ça tout seul, donc ouais, c'était pendant un stage, donc il y avait plein de gens autour. Ouais, c'était encadré, quoi. C'est, il ouais, y tout de a, suite, t'as, je pense, des peignoirs, des ouais, choses des comme ça pour peignoirs, essayer de te des serviettes réchauffer, de survie, couverture dessus. Ouais. ouais, des dry robes, ça aide bien. C'est des grosses vestes qui sont faites pour ça, limite, j'ai envie de dire, et qui permettent de se réchauffer très rapidement. Plus rapidement. Ouais. Et du coup, le dernier point, 500 tentatives par an, Ouais. avec seulement 20% de réussite. C'est ça, c'est vraiment considéré comme l'Everest de la natation, donc il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent. Et ouais, il y a ce taux de 20% de réussite, je pense, parce qu'il y a certaines personnes qui sous-estiment sûrement la traversée et leur préparation. C'est aussi pour ça que bah, je me suis laissé 2 ans pour vraiment prendre le temps de monter ce projet et de m'entraîner correctement. Oui, bah après, je pense que comme tu dis, si déjà ça s'appelle l'Everest de la Ouais, natation, voilà, faut pas se lancer 6 mois après ouais, c'est avoir ça. démarré entre guillemets une préparation, quoi. Mm. Ah, mais c'est bien, t'as eu la jugeote de te laisser Bah, j'ai un été temps bien correct, quoi. conseillé aussi, parce qu'on m'a tous dit, comme je venais nageur de haut niveau, il y en a plein qui se disaient, il sous-estime le truc, il va se lancer là-dedans comme une épreuve, j'ai envie de dire Classique, ouais. classique, ouais. Et du coup, j'ai été bien conseillé, vu que j'avais commencé cette démarche en début d'année, bah voilà, ça me laissait que 6 mois de préparation, j'ai préféré me laisser, ouais, presque 2 ans du coup, en repoussant, en décalant un peu les dates, ouais. Ouais, je pense que c'était plus judicieux. Ouais. J'ai lu également sur le net, pollution et méduses comme Ouais, difficulté supplémentaire. c'est ça, il y a du coup le froid, le passage de nombreux bateaux qui fait que bah l'eau, il y a beaucoup de carburant, etc. Et puis bah, une pollution un peu classique qu'on peut voir en mer malheureusement. Donc ouais, il y en a qui se retrouvent à des fois nager dans des eaux vraiment très polluées où c'est un peu compliqué de respirer. C'est pas le cas de tout le monde, donc j'espère que ce sera pas mon cas forcément. Et sinon un autre gros défi, c'est les méduses parce que bah il y a quand même pas mal de méduses dans la Manche et bah j'espère ne pas être confronté à un banc de méduses parce que bah si en plein milieu de la traversée, je me retrouve à être piqué un peu dans tous les sens. Ah bah écoute, je te le souhaite. Du coup, tu vas avoir une équipe qui va t'accompagner. Ouais. Donc c'est quoi? Bateau? Bah, c'est ça qui engendre déjà la plupart des coûts, c'est qu'il y a un bateau sur lequel déjà il y a un pilote. Le plus compliqué, c'est de réserver son créneau avec un pilote qui réalise les traversées, donc qui est agréé et rattaché à une association. Cette association, elle rajoute aussi un surveillant de baignade qui sera aussi sur le bateau pour s'assurer bah, tout simplement qu'il n'y ait pas de triche et qu'on respecte les règles de la traversée. Et puis sur le bateau, en plus, il y aura pour l'instant ma copine et mon père qui seront là pour aussi les ravitaillements, pour pouvoir bah, m'alimenter. Moi, j'ai pas le droit de remonter sur le bateau pendant la traversée, donc on va me jeter à la mer une gourde avec de quoi me ravitailler. D'accord. Et en plus de ça, comme je me suis rapproché des coachs anglais, il y aura aussi un de ces coachs qui sera là sur le bateau pendant ma traversée. Ok, ouais, c'est cool. Donc ouais, il y a une bonne équipe, je serai bien encadré. Parce qu'il faut savoir que pendant la traversée, le nageur donne la vitesse et le bateau qui me suit, en fait, il donne la direction. D'accord, ouais, j'ai vu par Donc le rapport cap, avec ouais. comment t'appelles ça, une espèce de corde là que tu dois nager le long de la corde, c'est ça? Il Pour y essayer en de a qui garder. nagent avec des lindos, moi ça sera pas le cas. Je sais même pas si on a le droit pour la traversée de la Manche pour qu'elle soit reconnue. Je sais qu'il y a d'autres traversées voilà, il y a des nageurs, je crois que c'est Noam Yaron c'est un Suisse qui fait des grosses traversées aussi, qui lui nage avec sa petite lindo à côté. Ouais, j'avais noté, hein, il prépare un Monaco, Calvi Monaco à Calvi la nage, ouais. Monaco, ouais. Ouais, c'est un sacré. 180 km, je crois. Ouais, j'ai vu 180 bornes, 5 jours, 5 nuits, ouais. Ouais, bah c'est marrant, alors c'est des tout petits échanges, mais j'avais commenté un de ses posts et puis il avait répondu hier, je crois. Mais ouais, je suis aussi ce qu'il fait et c'est aussi un sacré projet. On va te balancer des gourdes. Au Ouais. niveau de l'alimentation, ça va se passer à base de bars, Je sais pas encore exactement, c'est pas là je vais partir à un stage en Croatie pendant une semaine avec les coachs anglais où on va beaucoup échanger sur ce sujet. Il y a de tout. Il y a forcément des bars, des gels pour les coups de boost, beaucoup de boissons pour gérer l'hydratation, etc. Et puis bah aussi essayer de se booster un peu, des fois des médicaments broyés en poudre pour bah, éviter le mal de crâne, etc.
Mais sinon, oui, réussir à s'alimenter, c'est souvent, enfin, ça dépend des gens, ce qu'on arrive à digérer pendant l'effort, etc. Donc, pendant ce stage-là, je vais pouvoir tester pas mal de choses et commencer à régler mon Ouais, ils vont te dire alimentation. un peu ce qui est de base, entre guillemets, Ouais, avec tous les nageurs, et puis après, ça va être à toi de trouver. ouais, ce que je digère le mieux, ouais, voilà, ce que j'arrive le mieux à gérer aussi, et puis mes préférences. Des pauses, t'as le droit d'en prendre, mais tout en restant dans l'eau. Alors, ouais, le problème des pauses, en général, par exemple, pendant un ravitaillement, ça dure entre 5 et 30 secondes. Donc, j'ai échangé avec la personne qui détient le record du monde. Du coup, c'est un Allemand qui l'a fait en 6h45. Ouais, j'avais que t'as pu le voir, Andreas Ouais, Waschberger. Landsberger, ouais. Et lui, il faisait des ravitaux de 5 secondes toutes les 20 minutes. Donc, j'ai pris note un peu de ça, alors qu'avant, on me conseillait des ravitaux toutes les 30-45 minutes de 30 secondes. Donc, je pense que je ferai sûrement un entre-deux. Et du coup, ouais, le problème des pauses, donc si on fait pendant le ravitaillement, il y a 2 choses. C'est déjà qu'on va se refroidir parce que, bah, on n'est plus en train de tourner les bras et du coup, ça peut être une des causes, bah, d'avoir vraiment froid. Et la seconde, c'est, bah, de dériver avec les courants. Donc faire des mètres en plus, rapidement. Ok, parce que du coup, combinaison ou Non, un, maillot de bain. un slip de bain, quoi. Ouais, slip, bonnet, lunettes, ouais. Ok, ah ouais, donc vraiment le classique, quoi. Ouais. Tu l'as rencontré où, le champion du monde en titre? Bah, en fait, tout simplement, c'était un 5 kilomètres en eau libre à Sarreguemines. Où bah, je vois qu'il sur place, hein, qu'il est inscrit, donc ça m'a permis d'aller échanger avec lui quelques mots en anglais, du coup. Ah, le hasard a vraiment bien fait les choses, Ouais, quoi. Ouais, après, bon, l'Allemagne, ça Sarreguemines, ouais. bah c'est ça, il est vraiment apparemment de la frontière, donc il était assez proche, lui ça devait pas lui faire trop loin. Et puis bah je l'ai recroisé au championnat du monde en eau glacée, parce que lui bah du coup il faisait le 1000 mètres en eau glacée. Parce que du coup, quand il s'est inscrit, c'était sa première tentative, Ouais, et il a battu le record du monde qui était vieux de 11 ans. c'est ça, ouais, et puis de beaucoup. Alors j'ai plus les minutes en Et tête qu'il a gagné. ouais, j'avais pas noté le dernier record, mais ouais, impressionnant, quoi. Mais ouais, bah, c'est un ancien nageur olympique d'eau libre, si je dis pas de bêtises. Et forcément, il avait le profil où lui, quand il partait, c'était pour aller chercher ce record du monde. Ah ouais, mais 6h45, sachant qu'on a dit qu'il était noté à 13h30 la traversée, La c'est quand même moyenne est de moitié moins. 13h30. Ouais, moi, si les conditions sont bonnes, j'espère être en dessous des 10 heures, par exemple. Ouais, j'allais dire quel temps tu vises, ouais, donc en dessous de 10 heures. Ouais. Ok. Ouais, je le vise, mais je me le mets pas en objectif non plus. C'est ce que je disais souvent, c'est que bah, pendant des années, j'ai couru après les secondes. L'objectif de ce projet-là était aussi pas de se mettre de contraintes de temps. Non, c'est au moins de le réussir, Ouais, quoi. c'est Voilà, ça d'aller l'objectif. jusqu'au bout, peu importe le temps, entre guillemets, quoi. Ouais, l'objectif, c'est vraiment d'aller au bout. Et forcément, plus j'irai vite, moins ça durera longtemps. Donc, le but aussi, c'est de profiter de ma vitesse de base sur ce défi, quoi. Le jour où tu vas faire la traversée, il y a plusieurs départs ou tu seras le seul? Bah, il y a, si je dis pas de bêtises, en général 5-6 bateaux, donc pilotes différents, mais on part pas en même temps alignés, quoi. On part chacun d'une plage sûrement assez proche, mais et puis en fait, ça dépend vraiment. C'est le pilote qui nous dit une heure de départ, donc ça se trouve tous les pilotes ne choisissent pas la même. Mais en général, pendant cette période de traversée, on est 5-6 nageurs en même temps à faire cette traversée. Mais on se suit pas, on nage pas ensemble. Ouais, bien sûr, Parce bien que tout sûr. le monde a Chacun sa son bateau, vitesse, chacun son etc. côté, ouais. Mais tu vas nager de nuit ou pas? Alors le but, c'est de partir avec une marée descendante pour avoir le courant tout simplement dans notre sens, qui nous aide à partir au large. Donc il me semble qu'à cette période-là, il y en a qui partent même sur des 2 heures du matin, 2-3 heures du mat, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il y aura cette période de nuit qui va sûrement durer 2-3 heures. Et puis bah après, lever de soleil et puis bah il fait jour pour l'arrivée normalement. Ça te fait pas trop peur de nager dans le noir, sans aucun repère à part le bateau? Bah étonnamment non. J'ai justement un de ces stages en Bretagne, j'ai fait une nage de nuit, donc on avait été nager une demi-heure en mer de nuit avec lumière sur le crâne et puis faire le tour d'une petite presqu'île et puis voilà. Est-ce que après cette traversée, t'as déjà peut-être des autres objectifs en tête?
Rien de précis, j'ai forcément quelques petites idées qui me trottent la tête, mais Tu préfères garder ça ouais, je secret préfère pour le moment? ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'ai rien d'officiel, je sais même pas. Après, j'ai aussi des projets perso forcément qui vont se mettre dans l'équation. Donc, à voir comment j'arrive à jongler tout ça. J'ai pas de date ou d'autres projets vraiment ouais, fixés, quoi. Du coup, tu fais ce défi au profit d'une association. Est-ce que tu peux un peu Ouais. nous la présenter? Bah, du coup, en fait, à la suite, aussi de mon accident où j'ai reçu beaucoup d'aide, j'avais envie, sur ce projet-là, d'apporter mon aide à mon tour, tout simplement. Du coup, je me suis rapproché de l'association Une main pour un espoir, qui réalise tout simplement des actions pour les enfants qui sont placés suite à des maltraitances. Donc voilà, moi, ça me tenait à cœur de pouvoir apporter mon aide à des enfants qui, tout simplement, en ont besoin. Donc l'asso, elle permet de les aider dans leur quotidien, donc sur ce qui est aide aux devoirs. Des fois, ils leur refont des chambres pour qu'ils se sentent mieux, voilà, vraiment dans leur quotidien. Et puis aussi sur tout ce qui est fête de de L'anniversaire. ouais, anniversaire, Noël, Pâques là sûrement, bien pas sûrement, c'est pas pour bientôt. Et ça leur aide aussi, c'est les moments où quand t'es placé, que t'as pas tes parents pour te permettre de fêter ça, d'avoir la vie la plus normale et possible. Et voilà, ça me faisait plaisir d'apporter mon aide à cet asso. Et puis de pouvoir véhiculer un peu cette image cette image plutôt de ce problème qui est toujours présent et dont on parle pas tant que ça. Comment tu as connu cette association? Je me suis tout simplement, j'avais vraiment envie d'aider des enfants et puis quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur cette association. J'ai contacté la présidente avec qui le premier contact s'est bien passé, où ils m'ont donné confiance et puis ça s'est construit petit à petit. Elle est basée sur Thionville, hein, c'est ça? C'est ça. Donc oui, il s'occupe de plus de 300, presque 500 enfants, pareil, si je dis pas de bêtises, sur différents sites dans toute la Moselle et un peu en Meurthe-et-Moselle. Ok, donc ouais, il y a vraiment beaucoup de jeunes Ouais, maltraités malheureusement, quoi. c'est ça, et placé sous la sécurité de l'enfance, protection de l'enfance plutôt. Et oui, du coup, ça leur fait aussi, ils sont un peu plus d'une dizaine de bénévoles dans cette association, donc ça leur fait aussi des bons week-ends pour s'occuper un peu de tous ces enfants. Oui, tu m'étonnes, 10 c'est très peu quand même. Ouais, ouais, c'est... J'ai vu qu'ils recherchaient toujours des bénévoles, donc c'est vrai que si des gens sont intéressés, Ouais, on peut toujours leur écrire ouais, par Instagram, par leur ouais, site ils internet, ont une Facebook, j'ai page vu aussi, ouais. Facebook et Instagram, Une main pour un espoir. Ok, c'est noté. On va parler de ton dernier exploit, du coup, survenu en janvier de cette année. Un record battu aux 200 mètres 4 nages en eau glacée, inscrit au Guinness Book. Ouais. Ça se passe comment alors pour être inscrit au Guinness Book? Tu les contactes avant, c'est eux qui sont là le jour J? C'est tout simplement la compétition qui était déjà en contact avec eux. Donc eux, ceux qui organisent la compétition leur envoient les records et c'est le Guinness Book qui vient nous contacter par la suite. Et voilà, ensuite, le record est donc déjà officialisé par les juges de la course le jour J. Et puis après avec le Guinness Book, c'est tout simplement des échanges pour tout simplement déclarer correctement son identité et puis faire les bonnes corrélations et puis voilà. Oui, ils ont pas besoin d'être là, juste un juge de la compétition suffit Ouais. pour attester. En fait, je pense que la compétition a été reconnue par le Guinness Book et maintenant je pense qu'ils ont plus besoin, sûrement que les premières compétitions, le Guinness Book avait dû être présent, je suppose, je sais pas exactement ça. Que du coup, tu as découvert donc la natation en eau glacée suite au défi de la Manche ou Ouais. pas du tout? Oui, en fait, c'est tout simplement, j'avais un ami qui a lui aussi son projet de monter le 8e mont, donc c'est le Manaslu. Il s'appelle Lilian Chug. Et aussi un ancien nageur qui faisait clairement partie de mon club, de mon groupe d'entraînement. Et il vient me voir en me parlant de cette compétition, les championnats de France en eau glacée. Il me dit, comme il savait que je faisais des bains froids et que lui aussi s'habituait un petit peu au froid, il m'a dit, viens, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Et à la suite de cette compétition où je bats déjà le record du monde du 200 mètres 4 nages, où je bats les records de France sur du coup 204 nages, 100 brasses et 50 brasses, en fait, on se retrouve à être invité pour les championnats du monde.
Donc grâce à notre club, il nous a trouvé des sponsors. On a eu le soutien de la ville, de la Moselle qui nous a permis de partir à ces championnats du monde parce que c'était pas prévu dans notre projet respectif. Et puis voilà, on se retrouve à partir au championnat du monde et ça se passe très bien. Il y a cette fois-ci plus de concurrence qu'au championnat de France, forcément. Et puis j'arrive à décrocher ce titre à presque, si je dis 7/10, si je dis pas de bêtises. Même pas. Millième. Millième. Donc l'eau était en dessous de 5 degrés. Pour être reconnu eau glacée, faut être en dessous de 5 degrés, ouais. Et puis là, elle était même à 2 degrés. C'est une piscine extérieure à Molveno, donc en altitude en Italie. Ils avaient carrément coupé les pompes, ils ont retiré presque 5 à 10 centimètres de glace de la surface de la piscine l'avant-veille. Et puis voilà. Là, du coup, sachant que c'était pas prévu, comment tu te prépares à Bah, en ça, f au fait? bah, en fait, j'ai déjà vu que j'avais la préparation un peu de base en faisant les bains froids et puis aller nager dans des lacs pour retrouver cette température très basse. Moi, j'allais au lac de la Madine en plein hiver, elle est entre 4 et 6 degrés, je pense. Donc c'était... Ouais, t'as pas eu peur que ça casse toute ta préparation pour la traversée? Non, clairement pas, ça m'a permis de passer un peu des caps dans la tête par rapport au froid. Quels sont vraiment le plus grand défi d'une course comme ça en eau glacée? Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est la gestion des mouvements, la douleur? Je pense que, étonnamment, par rapport à mes entraînements, c'est là où j'ai eu le moins froid pendant la compétition parce que je pense que t'as déjà la tête dans la compète. Donc faut savoir que le cap le plus compliqué, c'est on n'a pas le droit de plonger en eau glacée pour le choc thermique, donc on descend à une échelle au début, puis c'est un départ dans l'eau. Et c'est le moment de rentrer dans l'eau qui est vraiment le plus difficile, hein. C'est quand tu rentres dans cette eau à 2 degrés. Et par rapport à une compétition, à une course classique, le plus dur, c'est la contraction musculaire. On charge très vite musculairement dans le froid. Et donc sur un 200 mètres, ça devient vite très difficile de bouger et du coup d'avoir une bonne technique. Oui, parce que là, c'est vraiment un sprint par rapport à la traversée de la Manche, Oui, qui serait clairement, plus un marathon. Donc tu as battu le précédent record de presque 9 secondes. Ouais. Et est-ce que tu t'attendais vraiment à une telle performance ou ça a été la surprise? Alors c'est au championnat de France que j'ai appris que ce record était de 2,29. Donc moi j'ai quelques mois avant en petit bassin, donc en bassin de 25 mètres. Là, la compétition était en bassin de 50. Faut savoir qu'en général, en piscine classique, on rajoute 4 à 5 secondes pour faire la conversion. J'avais nagé 2,5 en petit bain et en piscine dans une eau à 27 degrés. Donc forcément, je me disais que rajouter 24 secondes, c'était quand même beaucoup. Ça me laissait un peu de marge. Mais voilà, comme il n'y a pas de coulée, qui est un de mes points forts, et il n'y a pas de plongeon en eau glacée. Donc, ce qui rajoute déjà facilement 10 secondes à ta course. Donc, je pensais que je savais que j'étais capable de faire en dessous de 29 quand même. Mais autant, j'étais pas sûr. Fallait le faire encore. Félicitations en tout cas. Merci. Et à l'issue, comment as-tu ressenti ton corps? Combien de temps as-tu mis pour récupérer vraiment d'un tel effort dans des conditions assez extrêmes? Pas tant que ça finalement, parce que c'est bien organisé. Il y a des saunas à disposition. Donc, en fait, tu sors de ta course. Forcément, j'étais voir mes proches, tout ça, pendant 5 minutes. Mais après, t'es au sauna, t'es au chaud, tu vas prendre une douche chaude et en 1 heure, c'est bon. T'es plus ou moins réchauffé. Ah ouais, tout est fait, un parcours histoire de te Ouais. réchauffer au plus vite, quoi. En Italie, l'organisation était pas parfaite, mais ils ont fini par mettre en place un sauna. Mais en France, ils avaient très bien organisé ça pour les championnats de France. La piscine était elle-même équipée d'un sauna, donc ça permettait, sans ressortir de la piscine après sa course, de rester au chaud. Ok, c'est cool. Comme quoi les Français, dans l'organisation, on est bon. Est-ce que du coup, tu as un autre record en tête que tu aimerais battre à l'avenir? Non, pas spécialement. Malheureusement, le record de la traversée de la Manche a été mis À la barre assez haute. Ouais, il a mis la barre assez haute, mais non, j'ai pas de record spécifique à battre. Pour être honnête, je suis même pas sûr de retourner en eau glacée. C'était une bonne parenthèse, une bonne expérience. Je pensais pas dans ma vie battre un record du monde, donc ça a été une belle occasion. Je suis content d'avoir réussi à la saisir. Parce que voilà, encore une fois, c'est la course, la gagne, c'est joué à pas grand chose, donc je
content de pas avoir été sur la 2e place, cette fois-ci. Et donc non, j'ai pas de record en tête. Après, si le monde de l'eau glacée arrive à atteindre les JO d'hiver, qui est leur objectif d'un point de vue un peu organisation, là, je m'y remettrai peut-être. Parce que si j'arrive à participer aux JO d'hiver, ça peut être une superbe expérience. De toute façon, avec un record du monde, je pense que tu seras forcément invité. Ouais, je pense que ouais, il risque d'y avoir une petite place, mais ouais, rien n'est joué. C'est les JO d'hiver, si je dis pas de bêtises, c'est en 2027. Donc voilà, je sais pas où je serai dans 2 ans non plus, donc voilà. Ouais, tu verras bien après. Au pire, ça te fera une bonne préparation Ouais, ça d'ici là serait à faire, quoi. c'est ça. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour. Je vais passer sur les petites questions de la fin. Euh, Est-ce que tu as un style de musique quand tu t'entraînes autant en muscu que quand tu nages? D'ailleurs, est-ce que tu as de la musique quand tu nages ou pas dans les Non, oreilles? non, Non, pas du tout. de façon assez générale, j'écoute beaucoup de rock et du métal. Et puis bah depuis quelques années, quand je viens à la salle, de la funk de temps en temps pour quand il y a besoin de soulever lourd. Ok. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, qu'est-ce que ce serait? Ça peut paraître bête, mais apprendre à respirer. De façon générale, faut se renseigner un peu là-dessus, mais c'est ce qui permet vraiment de se gérer son corps un maximum, d'éviter de s'emballer des fois et puis même de façon générale dans tous les sports, la respiration c'est très important et je pense que beaucoup de monde ne savent pas respirer correctement. Et Tu ça, as un je l'ai. entraînement particulier par rapport à ça? Ou c'est toi qui l'as expérimenté de Bah ton côté? oui et non, le Reiki passe par là. Il y a beaucoup de méthodes, la méthode Wim Hof par exemple, qui est beaucoup orientée sur la préparation au froid, donc j'ai pratiqué au début. Donc bon, pareil, ça peut être si ça intéresse des gens, aller se renseigner là-dessus. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui passent par la respiration, même tout simplement bah, pendant l'épreuve. Hein, respirer correctement, c'est souvent la clé d'une réussite. Donc voilà. Est-ce que tu as une citation, une phrase motivante qui t'inspire? Pas spécialement, non. J'en ai plusieurs. C'est souvent ne pas lâcher, quoi, tout simplement. C'est des trucs assez mental d'acier, quoi. Ouais, ouais. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Quand tu étais en plein dans les compètes, en plein sur la Ouais, thune. bah profite, réussir à prendre un peu de recul et vraiment bah profiter de ces compétitions parce que c'est des super moments et des fois j'étais peut-être un peu trop dedans à pas me rendre compte de ce qui se passait autour de moi. Ne pas assez profiter du moment Ouais, présent, ouais. ouais, d'être trop sur les résultats et ouais, c'est une phrase qu'on me disait souvent, bah mon coach me disait souvent avant les courses importantes, amuse-toi et je l'ai vraiment compris très tard. Où te vois-tu dans 10 ans? Oh bah, je sais pas exactement encore, mais c'est une très bonne question. Je me vois avec une maison assez classique, hein, j'espère avoir des enfants et toujours avec ce sport à côté, des objectifs plein la tête. Toujours l'âme de compétiteur en Ouais, tête, quoi. je me suis rendu compte que si je le pratiquais pas, ça prendra sûrement une place moins importante dans ma vie, mais ça serait sûrement un manque de plus l'avoir. Est-ce que tu as donc un projet perso ou pro en cours? Bah, pro forcément, je me lance dans la vie active, donc pouvoir évoluer et me spécifier un peu dans mon boulot. Et puis bah pro, après des projets un peu classiques de maison et de commencer une vie de famille. Est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Bah du coup on en a parlé, ça m'est venu pendant qu'on en discutait. Bah Lilian Chuck pourrait être. Donc il a aussi son projet, il a aussi un parcours qui pourrait peut-être t'intéresser. Ok, bah écoute, je prends note. On peut faire également un don pour t'aider donc à financer la traversée. Ouais. Bah voilà, moi j'ai fait une cagnotte Litchi. Après là j'ai une marque de natation Nage Libre qui m'aide à créer ce projet. Et puis on va aussi faire une boutique en ligne où il y aura différents produits. Donc pour m'aider aussi, pour me soutenir, les gens pourront tout simplement acheter des produits sur cette boutique.
Ok. Et puis on peut faire également aussi un don pour Ouais, sur ma l'association. cagnotte. Oui, sur l'association Une main pour un espoir, pour les aider dans leurs actions et même aller faire un tour sur leur page pour se rendre compte un peu de la réalité de ces enfants. Exact. Ok, bah écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Allez, à bientôt. À bientôt.